Très chers auditeurs, en ce qui concerne le titre, j'ignore si c'est un titre provisoire ou définitif. La décision sera prise plus tard. Je vous propose de m'aider à trouver ce titre dans vos commentaires. Aussi, chers auditeurs, je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel de l'audio et demande votre indulgence quant à la voix, la prononciation ou autre. Les démons du passé ou lorsqu'une mère prive un père de sa fille. Introduction. À travers ce récit, je retrace un itinéraire s'étendant sur plusieurs années et à travers différents pays, jalonné d'aventures parfois dangereuses. Parmi les chapitres les plus significatifs figure mon mariage avec une Anglaise après 6 années de vie en union libre à la Chaux-de-Fonds, ville horlogère de Suisse. Moins de 2 années après notre mariage, naquit notre fille Leila, illuminant nos vies d'une lumière nouvelle. Mais, à la veille de son 3e anniversaire, en mars 1990, cette lumière s'éteignit lorsqu'elle me fut arrachée par sa propre mère et emmenée en Angleterre. Depuis ce jour, date gravée dans ma mémoire telle une épitaphe sur une pierre tombale, un voile sombre enveloppa les 4 horizons de mon existence, les rendant imperméables à la moindre saveur, au plus infime éclat de joie. Et pourtant, à ce jour, le mystère demeure. Quelle force invisible a poussé cette femme, calme et réfléchie, quoique introvertie, à commettre un acte dont la cruauté s'apparente à un crime? Était-ce une vengeance enfantée par un soupçon, ou bien dans son esprit, je n'étais plus le conjoint ni le père, mais un ennemi chimérique que son imagination avait façonné et contre lequel elle croyait devoir protéger notre enfant. Suite à l'enlèvement de ma fille, lorsque la douleur atteignait son paroxysme, la lecture et l'écriture m'offraient bien que provisoirement un refuge et un apaisement. Ce n'est cependant qu'en 1993 que je commençais à rédiger le présent récit. Néanmoins, mes multiples transhumances m'obligèrent à de fréquentes interruptions. En 2012, à Essaouira, au Maroc, remotivé, je repris sa rédaction. Mais, après un déménagement vers le nord du pays, je ne retrouvais plus la clé USB contenant des dizaines de pages écrites au fil de mes inspirations. Alors, s'évanouirent toute motivation et toute volonté de remettre l'ouvrage sur le métier. Car, il est bien connu que l'inspiration ne se commande pas. Elle reste autonome, insoumise et ne se plie à aucune règle du temps, de l'espace ni d'aucune autre dimension. La perte de cette clé signifiait aussi la disparition d'une part importante de ma jeunesse et de mon passé. À bout de force, malgré moi, je laissais mourir le fruit de mes tripes conçues dans la douleur. 10 années s'écoulèrent. En mars 2023, je décidai d'aller vivre dans une autre ville. En me séparant de tant de bibelots, je retrouvai dans une boîte à couture, parmi aiguilles, ciseaux et fils, ma clé USB légèrement rouillée. Et bien que je ne sois pas superstitieux, je pris cela pour un signe. Je repris alors le récit et, dans l'attente des retouches appropriées, je souhaite aujourd'hui le partager avec les lecteurs et les auditeurs sous forme d'épisodes de quelques minutes par chapitre. Aussi, ce récit n'obéit à aucun ordre chronologique et hormis de rares mots-expressions empruntés au langage moderne, je relate les événements avec le fatras, les idées et les folies d'alors.
En me relisant, il m'arrive souvent de me dire « Est-ce bien moi ?» avant de réaliser que les années ne s'écoulent pas en laissant seulement des sillons sur nos fronts et sur nos joues. Chacun voit son petit monde à travers ses propres yeux, et nous demeurons si faillibles face aux forces auxquelles nous sommes soumis. Tout autour de nous est en perpétuel mouvement, change, se transforme, et selon les individus et leurs convictions, nous nous adaptons au changement ou bien nous nous opposons de fonctionner au logiciel du jour et rester figés dans le conservatisme et le statu quo que préconisent, non sans en tirer quelques bénéfices, les fanatiques gourous de la politicaille, de la religion et autres bouffeurs à tous les râteliers, au détriment des peuples condamnés à la servitude et au sous-développement, ne jouissant que des seuls droits d'avaler leur langue ou de la remuer pour chanter des louanges à l'endroit des dictateurs. À ce jour, je ne parviens toujours pas à comprendre comment cette femme a pu priver sa propre fille de tout contact avec son père, chose pourtant essentielle à l'équilibre d'un enfant. Possède-t-elle la moindre trace de conscience? Se rend-elle compte d'avoir commis un double crime? N'a-t-elle pas tué le père pour la fille et la fille pour le père? Souvent, je me suis demandé si je n'avais aimé et épousé un monstre, mais, bien qu'écrasé sous le poids d'une immense douleur qui a duré toutes ces années, j'écarte aussitôt l'image du démon pour ne voir que celle de nos 10 années de vie commune avant le drame. Néanmoins, à moins qu'elle n'appartienne à une autre espèce humaine, je crois dur comme fer que sa conscience l'a déjà rattrapée. Par analogie, cela me fait penser aux germes saprophytes qui vivent en symbiose dans notre organisme et qui, lorsque certaines conditions sont réunies, peuvent devenir pathogènes et causer la perte de leur hébergeur. Ainsi en est-il du démon qui sommeille dans l'être humain. Un jour, il se retourne contre son hôte et l'anéantit. En entreprenant de raconter mon histoire, je n'aspire qu'à faire connaître et à partager une part de mon existence marquée par cette page particulièrement douloureuse, la perte d'êtres qui m'étaient chers. Étrangement, au fil des mots, j'ai l'impression de revivre chaque instant accompagné de son lot d'émotions demeurées intactes. Aussi, je dois préciser que, lors de l'écriture, je me concentre sur le fond des idées, remettant à plus tard les ajustements de style et les corrections orthographiques. Aussi, n'ayant pas sollicité l'autorisation des personnes concernées, certains prénoms ont été volontairement changés. Enfin, je rappelle que ce contenu demeure protégé par les lois relatives aux droits d'auteur et que tous les commentaires, à l'exception de ceux à caractère malveillant, sont les bienvenus. Sincères remerciements, Miloud Haddou. Chapitre 1er. En ce jeudi du tout début du mois de juin 1979, conduit au lever du jour de l'île d'Oléron jusqu'à la gare de La Rochelle, je pris le premier train en partance pour Paris. Dans la ville lumière, j'eus juste le temps de déjeuner, puis de rejoindre en métro la gare de l'Est afin d'embarquer pour ma destination finale, la Suisse, où, dès le lendemain, je devais subir les épreuves de l'examen d'entrée à l'école technique supérieure du Locle en vue d'une formation d'ingénieur en microtechnique d'une durée de 6 années. Au demeurant,
Mon projet faillit tomber à l'eau, car, depuis le mois de février de cette année, date d'expiration de mon délai de séjour, je vivais en France en situation irrégulière. Et, en ce jour, ma destination aurait été Manu Militari détournée sur le Maroc, mon pays d'origine, si à la sortie du métro en gare de l'Est, je n'avais glissé entre les mailles du filet tendu par un contingent de policiers qui, parmi d'autres suspects, interpellaient particulièrement les individus au teint basané. Je dois cette dérobade au teint clair de ma peau, car, en ces temps de terrorisme, de détournement d'avions et d'attentats divers, souvent attribués à des groupes ou à des individus de ma race, ce renvoi ne se ferait sans un passage préalable par quelques postes de police assortis d'une garde à vue et de quelques interrogatoires musclés connaissant les égards et la courtoisie hérités de leur passé colonial des autorités françaises envers les ex-indigènes. Par le passé, j'avais séjourné à quelques reprises en Suisse, mais cela faisait plus de 2 années que je n'avais pas foulé le prestigieux sol helvétique. La localité du Locle, située dans les montagnes neuchâteloises, m'était alors totalement inconnue. N'osant m'y aventurer à une heure tardive, au terme de cette longue journée de voyage, je décidai de passer la nuit dans la ville voisine de la Chaux-de-Fonds, distante d'à peine une demi-heure de train du Locle.